L'humanité, dernier rempart, la chute de l'Empire Zorate. Prologue, les maîtres de la galaxie. Pendant 10 millénaires, l'Empire Zorate avait régné sans partage sur les étoiles. Leur civilisation s'étendait sur 47 systèmes stellaires, englobant plus de 200 mondes habités. Leurs vaisseaux organiques, cultivés dans d'immenses bioréacteurs orbitaux, traversaient le vide spatial comme des léviathans vivants, pulsant d'énergie bioluminescente. Les Zorates eux-mêmes étaient une espèce imposante, humanoïde de 3 mètres de haut, leurs peaux chitineuses aux reflets iridescents leur conféraient une apparence à la fois majestueuse et terrifiante. Leurs 4 yeux composés pouvaient percevoir des spectres lumineux invisibles aux autres espèces. Leur longévité naturelle de 5 siècles leur avait permis d'accumuler un savoir technologique et stratégique inégalé. Au fil des âges, l'Empire avait absorbé ou anéanti 83 civilisations. Certaines s'étaient soumises sans combat, reconnaissant l'inévitabilité de leur défaite. D'autres avaient résisté, mais tout avait fini par tomber. Les archives impériales ne relataient aucune défaite, aucun revers significatif. L'Empire Zorate était l'ordre naturel de la galaxie. Jusqu'à ce qu'il rencontre l'humanité. Chapitre 1, Novaterra. L'an 2247 marqua le premier contact entre l'Empire Zorate et les colonies humaines des confins. Novaterra, une planète de classe M située à la périphérie de l'espace colonisé, abritait une population de 8 millions d'âmes. C'était un monde agricole, riche en minéraux rares, avec des océans turquoises et des forêts luxuriantes qui rappelaient l'ancienne Terre. Le commandant Marcus Shen observait les étoiles depuis la terrasse de son quartier général à New Shanghai, la capitale planétaire. À 42 ans, cet ancien marine de la flotte coloniale avait survécu à la guerre des séparatistes et aux rébellions de Proxima. Son visage tanné portait les cicatrices d'une vie passée sur des mondes hostiles. « Commandant, nous avons un problème », annonça le lieutenant Sarah Okongo en émergeant de la salle de commandement, sa tablette holographique projetant des données alarmantes. Les sondes périphériques ont détecté une anomalie massive au point de Lagrange L4. Signature énergétique inconnue, mais l'échelle, mon Dieu, Marcus, c'est colossal. Shen fronça les sourcils. Montrez-moi. L'hologramme se matérialisa au centre de la pièce, une flotte de vaisseaux comme jamais l'humanité n'en avait vu. 300 navires aux formes organiques, ondulant dans le vide comme des méduses géantes. Le vaisseau amiral à lui seul faisait 15 km de long. Tentative de communication ? Demanda Shen, sa voix restant calme malgré la montée d'adrénaline. Aucune réponse à nos transmissions standards. Mais, il diffuse quelque chose. Un message en boucle. La voix qui résonna dans la pièce était profonde, résonante, portant le poids de millénaires d'autorité, habitants de ce monde. Vous vous trouvez désormais dans les limites territoriales de l'Empire Zorate. Votre planète a été sélectionnée pour intégration. Vous avez 24 de vos heures locales pour déposer les armes et accepter la gouvernance impériale. Toute résistance sera considérée comme un acte de rébellion et sera éradiquée. L'Empire est clément envers ceux qui se soumettent. L'Empire est impitoyable envers ceux qui s'opposent. Un silence lourd s'installa. Sarah brisa finalement le calme, nos défenses planétaires ne tiendront pas 1 heure contre ça. Shen hocha lentement la tête. Non. Mais nous ne tiendrons pas juste 1 heure, lieutenant. Nous tiendrons aussi longtemps qu'il le faudra. Il activa son communicateur. Ici le commandant Shen à toutes les unités militaires de Novaterra. Code rouge absolu. Protocole forteresse en vigueur immédiat. Que Dieu nous aide tous. Chapitre 2, l'invasion. 24 heures plus tard, aucune réponse n'était venue de Novaterra. L'amiral Vextor, commandant de la 16e flotte de conquête, observait la planète bleu-verte avec ses multiples yeux. En 3 siècles de service, il avait supervisé la soumission de 17 mondes. Cette mission devait être routinière. Aucun signe de reddition ? Demanda-t-il à son officier des communications. Négatif, Excellence. Les émissions radio indiquent une mobilisation militaire en cours. Un cliquetis d'amusement résonna dans la gorge de Vextor. Il résiste. Fascinant. Combien de temps estimes-tu avant leur effondrement ?
Basé sur les précédentes conquêtes de civilisation de niveau 2, Excellence, je dirais 6 à 8 heures de vos heures. Excellent. Commencez le barrage orbital. Ciblez leurs installations militaires et centres de commandement. Épargnez les zones civiles pour l'instant. Nous voulons des sujets, pas des cadavres. La flotte Zorath déclencha son assaut. Des faisceaux de plasma bioénergétique jaillirent des vaisseaux organiques, traversant l'atmosphère en traînées incandescentes. Les boucliers défensifs de Nova Terra s'illuminèrent, absorbant l'énergie autant qu'ils pouvaient, avant de s'effondrer section par section. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Les installations militaires que les Zorath détruisirent étaient vides. Pas une seule signature thermique, pas un seul signe de vie. Simultanément, de multiples signaux radars brouillés apparurent dans toute l'atmosphère. Qu'est-ce que... Vextor se pencha vers les senseurs. Des centaines de chasseurs légers humains émergèrent des canyons, des océans, des couches nuageuses. Trop petits pour être efficacement ciblés par les armes lourdes de la flotte, ils s'éparpillèrent en formation chaotique. Évasion par asymétrie, murmura l'officier tactique avec une note d'inquiétude. Ils utilisent leur petite taille contre nos systèmes de ciblage. Les chasseurs humains ne tentèrent pas d'affronter directement la flotte. À la place, ils déployèrent des milliers de satellites leurs, créant un nuage de signatures électroniques qui aveuglèrent les senseurs Zorath. Puis ils disparurent, retournant se cacher dans l'atmosphère turbulente de la planète. Dégâts ? Demanda Vextor sèchement. Aucun, Excellence. Mais nous avons perdu la capacité de localiser précisément leurs forces militaires. L'amiral observa la planète avec un nouveau respect. Ces créatures sont plus astucieuses que prévu. Très bien. Déployez les troupes au sol. Nous prendrons leurs villes une par une. Chapitre 3, le piège de New Shanghai. Les modules de débarquement Zorath ressemblaient à d'énormes spores organiques. 50 000 guerriers d'élite de l'Empire descendirent sur Nova Terra, ciblant New Shanghai et les 3 autres grandes métropoles. Le général Cravax, vétéran de 40 campagnes, commandait l'assaut sur la capitale. Ses troupes, équipées d'armures biomécaniques et d'armes à plasma, avancèrent dans les rues désertées avec une confiance absolue. Trop facile, grommela-t-il. Où sont-ils ? La réponse vint sous forme d'explosion. Les bâtiments de chaque côté de l'avenue principale s'effondrèrent simultanément, ensevelissant un bataillon entier sous des tonnes de débris. Ce n'étaient pas des structures abandonnées, c'étaient des pièges préparés, minés à l'avance. Embuscade. Formation défensive. Hurla Cravax. Mais les humains ne se présentèrent pas pour un combat conventionnel. Des tireurs d'élite invisibles commencèrent à éliminer méthodiquement les officiers Zorath, un par un. Chaque tir provenait d'un angle différent, d'une position différente et ciblèrent directement leur point faible, la tête. Les guerriers impériaux ripostèrent, déversant un déluge de plasma dans les bâtiments environnants, mais ne touchèrent que du béton et de l'acier vide. Puis vint la contre-attaque. Des trappes s'ouvrirent dans le sol. Des marines humains en exosquelettes blindés émergèrent du réseau souterrain de tunnels, portant des armes à rails électromagnétiques qui perçaient les armures Zorath comme du papier. Ils frappaient, tuaient, puis disparaissaient à nouveau sous terre avant que l'ennemi ne puisse réagir. Ils combattent comme des veras des marais de Krell. Ragea Cravax. Pas d'honneur. Pas de gloire. Un sergent humain, le visage masqué par son casque, émergea brièvement près d'un groupe de soldats Zorath. Il déposa quelque chose, une charge explosive à fusion, puis plongea dans une bouche d'égout. 3 secondes plus tard, l'explosion vaporisa 20 guerriers impériaux. La bataille de New Shanghai dura 16 heures. Quand elle prit fin, les forces Zorath contrôlaient théoriquement le centre-ville, mais avaient perdu 40% de leurs effectifs. Les humains avaient disparu, fondus dans les ombres, attendant la prochaine opportunité. Dans son vaisseau orbital, Vextor regardait les rapports de perte avec incrédulité. 16 heures ? Comment est-ce possible ? Ils ne combattent pas selon les doctrines de guerre conventionnelles, Excellence, expliqua son conseiller stratégique. Ils utilisent le terrain, emploient la tromperie, n'ont aucune considération pour les notions d'honneur au combat. Ils combattent pour survivre, murmura Vextor,
ses 4 yeux fixés sur la planète rebelle. Et apparemment, ils sont très doués pour ça. Chapitre 4, la guérilla. Les semaines passèrent. Novaterra devint un cauchemar pour les forces d'occupation Horath. Chaque forêt cachait des embuscades. Chaque tunnel souterrain devenait un piège mortel. Les humains frappaient de nuit, utilisant leur technologie de vision nocturne supérieure. Ils empoisonnaient les sources d'eau que les Horath utilisaient pour leurs bioréacteurs portables. Ils pirataient les communications impériales, semant la confusion. Le commandant Shen avait fragmenté ses forces en centaines de cellules indépendantes. Chacune opérait de manière autonome, suivant les principes de la guerre asymétrique développée des siècles plus tôt sur Terre. Nous ne pouvons pas les battre en combat direct, expliquait-il à ses officiers lors d'une réunion secrète dans une base souterraine. Mais nous pouvons les saigner. Un soldat à la fois. Un convoi à la fois. Nous en faisons un bourbier dont ils ne pourront pas s'extraire. Sarah Okongo, désormais promue capitaine, dirigeait l'une des unités de guérilla les plus efficaces. Son escouade de 17 hommes et femmes avait détruit 6 dépôts de ravitaillement Horath en 2 semaines. Cible suivante ? Demanda-t-elle à Shen lors d'un contact radio crypté. Le pont de Méridian. Les Horath l'utilisent pour déplacer leurs troupes vers le secteur sud. Si nous le détruisons, nous isolons 3 de leurs garnisons. Compris. On s'en occupe. L'attaque du pont fut un modèle de précision militaire. Utilisant des planeurs furtifs, l'équipe d'Okongo atterrit silencieusement à minuit. Ils placèrent des charges au nanothermate au point structurel critique, puis se retirèrent. À l'aube, quand une colonne de blindés Horath traversait le pont, celui-ci explosa dans une gerbe de flammes blanches. Véhicules et soldats tombèrent dans le canyon de 500 mètres en contrebas. Les Horath réagirent avec une brutalité croissante. Frustré par son incapacité à écraser la résistance, Vextor ordonna des représailles contre les populations civiles. Des villages furent rasés. Des prisonniers furent exécutés publiquement. Mais cela ne fit qu'enflammer la détermination humaine. Vous avez fait une erreur fatale, transmit Shen sur toutes les fréquences impériales. Vous croyez que nous nous battons pour conquérir. Vous vous trompez. Nous nous battons pour notre existence. Et un être humain acculé, sans issue, devient la créature la plus dangereuse de l'univers. Vous allez la prendre à vos dépens. Chapitre 5, le cri d'alarme. 3 mois après le début de l'invasion, l'empereur Zorath lui-même, Katarn le Septième, reçut les rapports de Novaterra dans son palais vivant sur la capitale impériale de Zorkal Prime. Ses conseillers les plus proches l'entouraient. 18 000 guerriers perdus, lut-il avec incrédulité. Sur une seule planète de primitifs de niveau 2 ? Comment est-ce possible ? Le grand stratège Vexnor, frère de l'amiral Vextor, s'avança. Majesté, ces humains ne sont pas des primitifs ordinaires. Ils maîtrisent une forme de guerre que nous n'avons jamais rencontrée. Ils ne cherchent pas la bataille décisive. Ils érodent, déstabilisent, épuisent. Et que suggérez-vous ? Un blocus complet. Affamer la planète. Sans ravitaillement externe, ils capituleront en quelques mois. Katarn réfléchit. Combien de temps avant que leurs réserves ne s'épuisent ? Nos analystes estiment 6 à 9 mois. Trop long. Cette humiliation doit prendre fin. Déployer la 3e flotte d'anéantissement. Si les humains refusent de se soumettre, Novaterra sera réduite en cendres. Nous enverrons un message à toute leur espèce, résister à l'Empire est futile. Chapitre 6, Krill 9, la bataille décisive. Les Horath ne savaient pas que l'humanité avait envoyé un appel au secours. Un vaisseau éclaireur humain, le Perséphone, avait échappé au blocus lors des premiers jours de l'invasion. Il avait atteint la flotte de l'Alliance coloniale humaine stationnée dans le système de Krill 9, à seulement 4 sauts hyperspatiaux de Novaterra. L'amiral Elisabeth Nakamura, commandante de la 3e flotte, avait reçu le message avec horreur. Novaterra était sa planète natale. Sa famille y vivait encore. Combien de temps avant que les renforts Zorath n'arrivent ? Demanda-t-elle à son officier du renseignement. 48 heures, amiral.
Leur troisième flotte d'anéantissement compte 500 vaisseaux lourds. Nakamura observa l'hologramme tactique. Sa propre flotte ne comptait que 80 navires, et aucun n'égalait la puissance de feu des léviathans organiques Zorat. Nous ne pouvons pas gagner en combat direct, murmura son second, le capitaine James Rodriguez. Non, acquiesça Nakamura, un sourire froid apparaissant sur ses lèvres. Mais nous ne sommes pas obligés de jouer selon leurs règles. Rodriguez, rassemblez les commandants d'escadron. Nous allons leur donner une leçon sur la façon dont les humains mènent la guerre spatiale. La ceinture d'astéroïdes de Krill 9 devint le théâtre de la plus grande bataille spatiale de l'histoire humaine. Les Zorat arrivèrent avec leur arrogance habituelle. Leur formation en phalange, testée sur 1000 batailles, était réputée invincible. Les vaisseaux capitaux Zorat avançaient au centre, entourés par leurs croiseurs et chasseurs organiques. Nous détectons la flotte humaine à 10 millions de kilomètres, annonça l'officier des censeurs du vaisseau amiral Zorat Domination éternelle. Il semble battre en retraite vers la ceinture d'astéroïdes. L'amiral Credax, commandant de la 3e flotte d'anéantissement, ricana. Il fuit. Comme prévu. Poursuivez-les. Nous les écraserons contre les astéroïdes comme des insectes. La flotte Zorat s'enfonça dans la ceinture d'astéroïdes, ses senseurs biologiques scannant l'espace pour localiser les vaisseaux humains. Soudain, les navires humains changèrent de cap, se dispersant entre les astéroïdes avec une agilité surprenante. Qu'est-ce qu'ils font ? Demanda Credax. La réponse vint sous forme d'une impulsion électromagnétique massive. Les humains avaient passé 2 jours à creuser les plus gros astéroïdes, y installant des bombes EMP surpuissantes. Quand la flotte Zorat atteignit le point optimal entièrement encerclé par les astéroïdes piégés, Nakamura donna l'ordre. Tous les modules EMP, feu. 150 astéroïdes explosèrent simultanément, libérant une vague électromagnétique qui balaya l'espace comme un tsunami invisible. Les systèmes bioélectriques des vaisseaux Zorat, si sophistiqués, n'avaient jamais été conçus pour résister à une impulsion de cette magnitude. Les lumières s'éteignirent. Les propulseurs organiques cessèrent de pulser. Les armes devinrent inertes. 500 vaisseaux Zorat flottèrent soudainement à la dérive, complètement paralysés. Maintenant, hurla Nakamura. Missile à ogive cinétique. Ciblez les vaisseaux capitaux. Les navires humains, protégés par des boucliers Faraday spécialement conçus, émergèrent de derrière les astéroïdes. Leurs missiles, guidés par ciblage optique plutôt qu'électronique pour éviter le MP résiduel, percutèrent les coques vulnérables des léviathans Zorat. Les vaisseaux organiques, incapables de se défendre, furent déchiquetés les uns après les autres. Leurs coques chitineuses se fracturèrent. L'atmosphère s'échappa dans le vide. Des milliers de Zorat périrent, gelés instantanément ou brûlés par les explosions secondaires. Credax, debout dans son centre de commandement plongé dans l'obscurité d'urgence, regardait le massacre avec des yeux horrifiés. Impossible. Comment peuvent-ils ? Amiral, cria un officier. Système de survie à 40%. Propulsion inopérante. Armor ligne. Un message radio parvint aux dominations éternelles, transmis en clair sur toutes les fréquences. Flotte Zorat, ici l'amiral Elisabeth Nakamura de l'Alliance coloniale humaine. Vos vaisseaux sont détruits. Votre flotte est anéantie. Vous pouvez vous rendre ou mourir dans le vide. Choisissez maintenant. Pour la première fois en 10 000 ans d'histoire, un amiral de l'Empire Zorat prononça les mots qu'il croyait impossibles. Nous nous rendons. Chapitre 7, la panique impériale. La nouvelle de la défaite de Krill 9 se répandit à travers l'Empire Zorat comme un poison. L'incrédulité initiale se transforma en panique. Une flotte entière, anéantie. L'empereur Katarn le 7e fixait ses conseillers avec incrédulité. Par une force numériquement inférieure ? Le grand stratège Vexnor, habituellement imperturbable, montrait des signes de stress. Ses 4 yeux clignotaient rapidement un signe de détresse chez les Zorat. Majesté, nous avons gravement sous-estimé les humains. Ils ne combattent pas comme les autres espèces. Ils n'ont pas de code d'honneur qui limite leur tactique. Ils utilisent la tromperie,
le sabotage, des armes non conventionnelles. Et surtout, ils refusent d'accepter la défaite. Que voulez-vous dire? Les enregistrements de nos prisonniers sont troublants, Majesté. Les humains ne se rendent pas facilement. Même blessés, même sans espoir, ils continuent à se battre. Leur culture valorise la résistance jusqu'à la mort. Nous avons conquis 83 civilisations, mais aucune n'a montré cette férocité désespérée. Katarn se leva de son trône vivant, ses 3 mètres de hauteur dominant. Alors, que suggérez-vous? L'anéantissement total? Non, Majesté. Cela pourrait unifier toute l'humanité contre nous. Leur colonie couvre 32 systèmes stellaires. Si elles s'unissent, nous faisons face à une guerre totale contre un ennemi qui ne connaît pas le concept de reddition. Un silence pesant s'installa dans la salle du trône. Vous suggérez la paix? Vexnor hésita. Je suggère la prudence. Nous devons en apprendre davantage sur ces créatures avant de nous engager dans un conflit à grande échelle. Novaterra a coûté 18 000 guerriers. Krill 9 nous a coûté une flotte entière. Si chaque monde humain résiste avec la même intensité. L'empereur n'acheva pas la phrase. Les mathématiques étaient claires et terrifiantes. Chapitre 8, la voix de Novaterra. Pendant ce temps, sur Novaterra, le commandant Shen reçut la nouvelle de la victoire de Krill 9 avec un mélange de soulagement et de détermination renouvelée. Les renforts sont en route, annonça-t-il à ses troupes via les canaux cryptés. La flotte est en train de briser le blocus. Tenez bon. Notre résistance n'a pas été vaine. Les forces Zorath sur Novaterra, déjà démoralisées par des mois de guérilla épuisantes, apprirent la destruction de la 3e flotte d'anéantissement. Le choc fut immédiat. Des unités entières refusèrent de continuer les opérations offensives. Les désertions commencèrent. Certains commandants Zorath cherchèrent même secrètement à négocier des redditions locales. L'amiral Vextor, toujours en orbite, comprit que sa position était devenue intenable. Il ouvrit un canal de communication avec le commandant Shen. Humain. Je suis l'amiral Vextor de la 16e flotte de conquête. Je demande des pourparlers. Shen, debout dans son centre de commandement souterrain, échangea un regard avec Sarah au Congo. Elle hocha légèrement la tête. Amiral Vextor. Je suis le commandant Marcus Shen, force de défense de Novaterra. J'écoute. Vos tactiques nous ont surpris. Votre résistance a été remarquable. L'Empire souhaite ouvrir des négociations. Des négociations? La voix de Shen était froide. Vous avez exécuté des civils. Vous avez rasé des villages. Vous avez transformé ma planète en zone de guerre. Et maintenant, parce que vous perdez, vous voulez négocier? La guerre est coûteuse pour tous, commandant. Nous pouvons mettre fin à cela. Shen resta silencieux un long moment. Quand il parla de nouveau, sa voix portait le poids de tous les morts que Novaterra avait subis. Voici mes conditions, amiral. Toutes vos forces évacuent Novaterra immédiatement. Vous nous laissez vos prisonniers, on vous donne les nôtres. Vous nous remettez vos données sur toutes les colonies humaines que vous avez scannées. Et vous retournez à votre empire avec ce message: l'humanité ne se soumettra jamais. Nous ne sommes peut-être pas aussi anciens que vous. Nos vaisseaux ne sont peut-être pas aussi grands. Mais nous défendrons chaque centimètre de notre territoire avec chaque arme à notre disposition. Si vous voulez la paix, retirez-vous et laissez-nous tranquilles. Si vous voulez la guerre, nous vous la donnerons et ce sera une guerre comme vous n'en avez jamais connue. Vextor écoutait, ses 4 yeux fixés sur l'écran de communication. Il voyait dans le regard de cet humain quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant dans les yeux d'un ennemi conquis, pas de peur, pas de désespoir, mais une détermination absolue, brûlante. Vos conditions sont acceptées. Nous nous retirerons dans les 24 heures. Chapitre 9, l'aube d'une nouvelle ère. Le retrait Zorath de Novaterra fut filmé et diffusé à travers toute l'humanité coloniale. Les images des léviathans organiques quittant l'orbite de la planète, vaincus, devinrent instantanément iconiques. L'amiral Nakamura,
maintenant célébrée comme l'héroïne de Krill 9, arriva en orbite de Novaterra avec la 3e flotte. Les retrouvailles furent émotionnelles. Elle descendit personnellement à la surface pour rencontrer Shen. « Commandant », dit-elle en lui serrant la main dans les ruines fumantes de New Shanghai. « Vous avez tenu 4 mois contre un empire de 10 000 ans. L'histoire se souviendra de vous. » Shen regarda autour de lui les bâtiments détruits, les cratères, les monuments aux morts. « Nous avons perdu 2 millions de civils, amiral, 8 000 soldats. Ce n'était pas glorieux. C'était nécessaire. Et c'est précisément pourquoi nous avons gagné, répondit Nakamura. Les Zorates combattent pour la gloire, pour l'expansion, pour la domination. Nous combattons pour survivre. Et ça, comme vous l'avez dit à leur amiral, change tout. Épilogue, la galaxie change. 6 mois après la bataille de Krill 9, le Conseil de l'Alliance coloniale humaine se réunit sur Terre, dans l'ancienne cité de Genève. Des représentants de toutes les colonies humaines étaient présents. L'Empire Zorate a proposé un traité officiel, annonça le président du Conseil. Ils reconnaissent notre souveraineté sur nos systèmes actuels. Ils proposent une zone démilitarisée de 10 années-lumière entre nos territoires. En échange, nous acceptons de ne pas nous étendre au-delà de nos frontières actuelles pendant 50 ans. Un débat animé s'ensuivit. Certains voulaient pousser l'avantage, expulser complètement les Zorates de cette région de la galaxie. D'autres prônaient la prudence. Finalement, le commandant Shen, maintenant promu général et devenu conseiller militaire du Conseil, prit la parole. Nous avons prouvé que nous pouvions nous défendre. Mais une guerre d'expansion contre un empire millénaire nous coûterait cher. Acceptons ce traité. Utilisons ces 50 ans pour nous renforcer, pour étudier, pour nous préparer. Car un jour, peut-être, d'autres empires viendront. Et quand ce jour arrivera, l'humanité sera prête. Le traité fut signé. Dans le palais impérial de Zorkal Prime, l'empereur Katarn le 7e apposa sa marque sur le même document. Il regarda le grand stratège Vexnor. Nous avons cédé du territoire pour la première fois en 6000 ans. Oui, Majesté. Mais nous avons appris quelque chose de précieux. Quoi donc? Que la galaxie est plus vaste et plus dangereuse que nous ne l'avions imaginé. Ces humains, ils ne sont pas comme les autres espèces que nous avons conquises. Ils ont quelque chose que nous avons perdu au fil des millénaires. Et qu'est-ce donc? Vexnor hésita avant de répondre. La peur de l'extinction, Majesté. Quand une espèce domine depuis si longtemps, elle oublie ce que c'est que de se battre pour sa survie même. Les humains, eux, s'en souviennent. Et cela les rend redoutables. Chapitre 10, les leçons de la guerre. 1 an après la fin du conflit, l'académie militaire de Novaterra fut reconstruite sur les ruines de l'ancien quartier général du commandant Shen. Son premier cours inaugural portait sur les tactiques de défense asymétrique, leçons de la guerre Zorate. Le lieutenant-colonel Sarah Okongo, désormais instructeur en chef, s'adressait à une salle remplie de jeunes cadets venus de toutes les colonies humaines. La guerre avec l'Empire Zorate nous a appris quelque chose de fondamental, commença-t-elle, projetant des hologrammes des batailles clés. Dans l'espace, il n'y a pas de règles équitables. Il n'y a que la victoire ou l'extinction. Elle afficha l'image de la bataille de Krill 9. Les Zorates avaient des vaisseaux plus gros, des armes plus puissantes, une expérience militaire de 10 millénaires. Sur le papier, nous n'avions aucune chance. Mais nous avons gagné. Pourquoi? Un jeune cadet leva la main. Parce que nous avons refusé de combattre selon leurs règles, colonel. Exactement. Les Zorates s'attendaient à une bataille spatiale conventionnelle. Nous leur avons donné un piège électromagnétique. Sur Novaterra, ils s'attendaient à une reddition rapide. Nous leur avons donné une guérilla sans fin. L'asymétrie n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Elle passa à l'image suivante, des marines humains émergeant des tunnels de New Shanghai. Mais la tactique seule ne suffit pas. Ce qui a vraiment fait la différence, c'est notre refus d'abandonner. Les Zorates ont une expression dans leur langue, Krelvat, l'acceptation honorable de la défaite.
Ils s'attendaient à ce que nous capitulions quand la situation deviendrait désespérée. Ils ne comprenaient pas que pour nous, il n'y a pas d'acceptation de la défaite. Il n'y a que la lutte jusqu'au dernier souffle. Un silence respectueux emplit la salle. Ces jeunes cadets avaient grandi avec les histoires de la guerre, avec les monuments aux morts, avec les cicatrices encore visibles sur leur planète. Cette attitude, continua au Congo, est notre plus grande arme. Et notre plus grand fardeau. Parce que cela signifie que nous ne pouvons jamais baisser notre garde. La paix que nous avons maintenant est fragile. L'Empire Zorath n'est qu'une des puissances de cette galaxie. D'autres nous observent. D'autres se demandent si nous sommes une menace ou une opportunité. Notre mission est de nous assurer qu'ils voient en nous quelque chose qu'ils ne veulent jamais affronter. Chapitre 11. Les yeux de la galaxie. Dans les profondeurs de l'espace, bien au-delà des territoires humains et Zorath, d'autres civilisations avaient observé le conflit avec un intérêt croissant. Sur la station monde de la Confédération Vélienne, une alliance commerciale regroupant 12 espèces, le conseil d'observation discutait des implications. Ces humains, commença la première archiviste Tara, une créature cristalline dont la voix résonnait comme des carillons, ont vaincu les Zorath avec des tactiques que nous considérerions comme désagréables. Désagréables ? Le représentant Ketren, un amphibien massif, émit un son qui ressemblait à un rire guttural. Ils ont piégé une flotte entière dans un champ d'astéroïdes explosifs. C'est brillant. Brutal, mais brillant. Le point n'est pas leur ingéniosité tactique, intervint le sage Voran, un être éthéré composé de plasma maintenu par des champs magnétiques. Le point est leur psychologie. Les Zorath sont une espèce conquérante, mais ils suivent des protocoles, des codes. Les humains, ils ne semblent reconnaître aucune limite quand leur survie est en jeu. Est-ce une menace pour nous ? Demanda Tara. Pas immédiatement, répondit Voran. Mais à long terme ? Une espèce qui refuse de se soumettre, qui préfère la mort à la défaite, qui innove constamment dans l'art de la guerre. Oui, il pourrait devenir une menace. Ou un allié précieux. Tout dépend de la façon dont nous les approchons. Je suggère l'observation prudente, déclara Tara. Établissons un contact diplomatique, mais maintenons nos distances. Laissons-les se développer, et voyons quelle direction prend leur civilisation. Le Conseil approuva à l'unanimité. Chapitre 12. L'héritage de Novaterra. 5 ans après la guerre, Novaterra était devenue un symbole pour toute l'humanité coloniale. Sa reconstruction avait transformé la planète en forteresse, mais aussi en centre culturel. Des musées commémoraient les batailles. Des monuments honoraient les morts. Des jardins mémoriaux poussaient là où s'étaient déroulés les combats les plus féroces. Le général Marcus Shen, désormais âgé de 47 ans, marchait dans le jardin des sacrifices, un parc immense planté de 2 millions d'arbres, un pour chaque civil mort pendant la guerre. Son visage portait de nouvelles rides, de nouvelles cicatrices émotionnelles. Général Shen ? Il se retourna pour voir une jeune femme en uniforme militaire s'approcher. Lieutenant Mei Zam, récemment diplômé de l'académie. Lieutenant. Que puis-je faire pour vous ? Je voulais juste vous remercier, monsieur. Ma famille vivait à New Shanghai. Mes parents, mes 2 frères, ils ont survécu grâce à votre décision d'évacuer les civils dans les tunnels souterrains avant l'invasion. Shen hocha lentement la tête. Combien sont morts ? Monsieur. Combien de personnes n'ai-je pas pu sauver, lieutenant ? Zam sembla décontenancé par la question. Je ne sais pas, monsieur. 2 147 623. Je connais chaque chiffre. Chaque jour, je me demande si j'aurais pu faire mieux, si j'aurais pu sauver plus de vies. Monsieur, sans vous, nous aurions tous été perdus. Vous êtes un héros. Shen rit amèrement. Un héros ? Non, lieutenant. J'ai fait ce qui était nécessaire. Il n'y a rien d'héroïque à regarder votre monde brûler et à envoyer des jeunes hommes et femmes mourir pour gagner quelques heures de plus. L'héroïsme, c'est ce que les survivants inventent pour donner un sens au carnage. Il marqua une pause, regardant les arbres qui ondulaient dans le vent. Mais je vais vous dire quelque chose que j'ai appris, lieutenant.
La survie n'est pas glorieuse. Elle est brutale, douloureuse, pleine de choix impossibles. Mais elle est nécessaire. Parce que chaque jour que nous survivons, chaque génération que nous préservons, c'est une victoire contre tous ceux qui voudraient nous voir disparaître. Souvenez-vous de ça quand vous prendrez le commandement. Souvenez-vous que notre devoir n'est pas de mourir glorieusement, mais de vivre obstinément. Zam salua. Je m'en souviendrai, monsieur. Chapitre 13, le nouveau paradigme. Dans l'espace Zorath, la défaite avait déclenché des changements profonds. L'empereur Katarn le Septième avait ordonné une refonte complète de la doctrine militaire impériale. Le grand stratège Vexnor dirigeait désormais l'Institut d'études humaines, une nouvelle organisation vouée à comprendre cette espèce troublante. Nous avons analysé des milliers d'heures de communication humaine, des centaines de documents historiques, rapporta-t-il lors d'une session du Conseil impérial. Les humains ont une histoire remarquable. Leur planète d'origine a vu des milliers de guerres, certaines d'une brutalité extraordinaire. Ils ont développé des armes capables de détruire leur propre monde plusieurs fois. Et pourtant, ils ont survécu. Comment est-ce possible ? Demanda un conseiller. Une espèce si belliqueuse devrait s'autodétruire. Précisément, répondit Vexnor. Mais ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils ont aussi une capacité extraordinaire à coopérer face à une menace existentielle. Quand ils sont divisés, ils se battent entre eux avec férocité. Mais quand un ennemi externe menace leur espèce, ils s'unissent avec une efficacité terrifiante. Il projeta une image de la bataille de Krill 9. Regardez cette coordination. Des dizaines de vaisseaux se déplaçant comme un seul organisme. Pas de communication radio trop facilement interceptée. Ils avaient pré-planifié chaque mouvement, anticipé chaque contingence. C'est un niveau de préparation que nous ne voyons habituellement que chez les espèces ruches. Mais ils ne sont pas une espèce ruche, observa l'empereur. Non, Majesté. C'est ce qui les rend encore plus remarquables. Ce sont des individus qui choisissent de coopérer, ce qui crée une flexibilité qu'une véritable espèce ruche ne pourrait jamais atteindre. Katarn réfléchit longuement. Recommandation ? Coexistence pacifique, Majesté. Pour l'instant. Mais nous devons rester vigilants. Les humains s'étendent rapidement. Dans un siècle, peut-être deux, ils seront une puissance majeure de cette région galactique. Nous devons décider maintenant, seront-ils nos alliés ou nos ennemis ? Chapitre 14, premier contact avec les Véliens. 5 ans après la fin de la guerre Zorath, l'humanité reçut son premier contact diplomatique d'une autre puissance galactique majeure. Le vaisseau vélien Harmonie des Sphères émergea au point de saut du système Proxima, transmettant des salutations dans 12 langues différentes, y compris l'anglais standard de l'humanité. Ceci est le vaisseau ambassadeur Harmonie des Sphères de la Confédération vélienne. Nous venons en paix et sollicitons une audience diplomatique avec les représentants de l'espèce humaine. L'amiral Nakamura, désormais commandante en chef de la flotte de C'est la première fois qu'une civilisation nous contacte de façon pacifique, murmura-t-elle à son état-major. Que savons-nous d'eux ? Rien, amiral. Nos bases de données ne contiennent aucune information sur une confédération vélienne, point. Alors soyons prudents, mais courtois. Accordez-leur l'autorisation d'approcher la station Proxima. Escorte complète. Armes prêtes mais non ciblées. La rencontre qui suivit fut historique. L'ambassadeur Tara, accompagné d'une délégation multi-espèces, fut accueilli dans la salle de conférence principale de la station Proxima. Au nom de la Confédération vélienne, commença Tara, sa voix résonnante traduite en temps réel, nous vous saluons, peuple de la Terre. Votre conflit avec l'Empire Zorath a attiré notre attention. Nous observons cette région de la galaxie depuis longtemps, mais nous intervenons rarement dans les affaires des civilisations émergentes. Le président du Conseil de l'Alliance, David Okafor, répondit avec diplomatie. Nous sommes honorés de votre visite, ambassadeur. Puis-je demander ce qui motive ce contact maintenant ? Votre victoire contre les Zorath a changé l'équilibre du pouvoir dans cette région. L'Empire, autrefois expansionniste agressif, s'est retiré dans ses frontières. Cela a créé un vide de pouvoir.
D'autres espèces, moins scrupuleuses, pourraient être tentées de tester votre force. Des menaces ? Demanda Nakamura, présente en tant que conseillère militaire. Des opportunités, plutôt. La Confédération recherche des partenaires, pas des sujets. Nous sommes une alliance commerciale et défensive. Nous proposons à l'humanité un statut d'observateur, avec possibilité de membership complet si vous le désirez. Le président Okafor échangea un regard avec ses conseillers. Quelles seraient nos obligations ? Contribuer à la défense mutuelle en cas d'agression externe. Participer aux échanges commerciaux. Respecter les lois galactiques fondamentales concernant les crimes de guerre et les armes de destruction massive. En échange, vous auriez accès à nos technologies, nos marchés, notre protection diplomatique. Nous devrons délibérer, répondit Okafor prudemment. Naturellement. Prenez votre temps. Mais sachez ceci, la galaxie est vaste et contient des merveilles, et des horreurs. Les Zorates ne sont que l'une des nombreuses puissances. Seule, l'humanité pourrait survivre. Mais ensemble, nous pourrions prospérer. Le débat au sein du Conseil de l'Alliance fut intense et dura 3 semaines. Nous ne pouvons pas nous isoler, argumentait le représentant de Mars Colony. La galaxie est trop vaste, trop dangereuse. Nous avons besoin d'alliés. Mais à quel prix ? Répliquait le délégué de Titan. Nous venons à peine de repousser un empire qui voulait nous assimiler. Maintenant, nous allons volontairement rejoindre une alliance ? Qui nous dit que ce n'est pas une autre forme de domination ? Le général Shen, invité comme expert militaire, prit la parole. J'ai combattu les Zorates. J'ai vu ce qu'une civilisation supérieure peut faire à une civilisation moins avancée. Mais j'ai aussi vu ce que nous pouvons faire quand nous sommes unis et déterminés. La question n'est pas de savoir si nous rejoignons cette confédération. La question est, sommes-nous assez forts pour y entrer en tant que partenaires égaux, et non en tant que suppliants ? L'amiral Nakamura acquiesça. Le général a raison. Si nous rejoignons la confédération maintenant, nous le faisons en position de faiblesse, une espèce émergente qui a besoin de protection. Mais si nous attendons, si nous nous renforçons d'abord, nous pourrons négocier de meilleures conditions. Combien de temps ? Demanda le président Okafor. 10 ans, répondit Shen. Donnez-nous 10 ans pour fortifier nos défenses, développer notre flotte, établir de nouvelles colonies. Maintenons des relations amicales avec les Véliens, mais ne nous engageons pas encore. Quand nous serons prêts, nous rejoindrons la Confédération, mais en tant que puissance, pas en tant que protégés. Après un vote serré, la décision fut prise. L'humanité accepterait le statut d'observateur, mais reporterait le membership complet. Quand le président Okafor annonça la décision à l'ambassadeur Tara, celle-ci émit un son cristallin qui ressemblait à un rire. Une décision sage, dit-elle. Les espèces qui survivent dans cette galaxie ne sont pas celles qui cherchent la protection, mais celles qui construisent leur propre force. Nous attendrons. Et quand vous serez prêts, l'humanité trouvera sa place parmi les étoiles. Épilogue 2, 10 ans plus tard. L'an 2266. Station Novaterra Prime, orbite géostationnaire. Le général Marcus Shen, désormais plus âgé et proche de la retraite, regardait par le grand hublot panoramique de la station. En contrebas, Novaterra brillait, ses cicatrices de guerre désormais cachées sous de nouvelles forêts, de nouvelles villes, de nouveaux espoirs. Autour de la planète, une flotte de 160 vaisseaux de guerre humains patrouillait 3 fois la taille de la flotte qui avait défendu Krill 9. Des stations défensives orbitales hérissaient l'espace proche. Des satellites de surveillance scannaient constamment les approches du système. Impressionnant, n'est-ce pas ? Shen se retourna pour voir l'amiral Nakamura s'approcher, maintenant promu grand amiral de toute la flotte de l'Alliance. 15 ans, murmura Shen. Il y a 15 ans, nous luttions pour notre survie. Aujourd'hui, nous sommes l'une des puissances militaires émergentes de la région. Et ça fait 10 ans que nous a contacté la Confédération vélienne. Grâce à vous, dit Nakamura. Votre résistance sur Novaterra a donné à l'humanité le temps dont elle avait besoin. Votre exemple a inspiré toute une génération. Shen secoua la tête.
Je n'ai fait que ce qui était nécessaire. Comme nous tous. Et c'est précisément ce qui nous rend redoutables, répondit Nakamura avec un sourire. Nous faisons ce qui est nécessaire. Toujours. Les Zorates l'ont appris. D'autres l'apprendront aussi, si nécessaire. Un signal lumineux cligna sur la console de Nakamura. C'est l'heure. Le Conseil attend notre recommandation concernant le membership complet dans la Confédération. Et quelle est votre recommandation, amiral ? Que nous sommes prêts. Nous sommes assez forts pour être des partenaires, pas des protégés. Assez confiants pour coopérer, mais assez vigilants pour ne jamais baisser notre garde. Shen regarda une dernière fois Novatera. Alors faisons-le. Entrons dans cette galaxie non pas comme des victimes cherchant refuge, mais comme une civilisation prête à prendre sa place parmi les étoiles. Fin, la galaxie attend. Enregistrement historique de la Confédération Vélienne, section Archives galactiques, dossier, espèce humaine. Date, année galactique standard 3 847 221. Résumé, l'espèce Homo sapiens, originaire de la planète SOL-3, Terre, a émergé comme puissance spatiale au début du XXIIIe siècle de leur calendrier local. Leur premier conflit majeur avec l'Empire Zorath a révélé des caractéristiques uniques. Premièrement, refus absolu de la défaite, même face à des adversaires technologiquement supérieurs. Deuxièmement, innovation tactique exceptionnelle, privilégiant l'asymétrie et la surprise. Troisièmement, unité remarquable face aux menaces existentielles. Et enfin quatrièmement, mémoire culturelle profonde de leurs propres conflits, informant leur stratégie. Statut actuel, membre associé de la Confédération, en voie d'obtenir le membership complet. Niveau de menace, modéré à élevé si provoqué, négligeable si relation pacifique maintenue. Recommandation, partenariat stratégique. Les humains font d'excellents alliés mais d'adversaires redoutables. Approche recommandée, respect mutuel, transparence diplomatique, coopération équitable. Note spéciale de l'archiviste Tara, après avoir observé l'humanité pendant 15 ans, je conclus que cette espèce survivra et prospérera dans la galaxie. Il possède ce rare mélange de pragmatisme, d'innovation et d'obstination qui caractérise les grandes civilisations spatiales. L'Empire Zorath a appris à ses dépens qu'il ne faut jamais sous-estimer une espèce qui refuse de mourir. La galaxie ferait bien de se souvenir de cette leçon. Fin. Nous sommes l'humanité. Nous sommes nés sur un monde mortel, forgé par des millénaires de conflits, unis par notre refus de disparaître. Nous n'avons pas demandé à partager la galaxie avec des empires millénaires et des civilisations anciennes. Mais nous sommes là maintenant. Et nous ne partons pas. Inscription sur le monument de la Résistance, Novatera, 2257. Si vous aimez cet audiobook, pensez à liker, commenter pour soutenir la chaîne, vous abonner pour plus d'histoires SF exclusives. Partagez l'audiobook à un ami passionné de science-fiction. Nous sommes l'humanité. Et nous ne disparaîtrons jamais.